Bien maintenant, Alain Renaud, qui est professeur de philosophie politique à Paris 4, va s'interroger sur la nature des massacres indonésiens de 1965, avec un titre « Le massacre indonésien de 1965 est-il un génocide et en quel sens ?» Alors, Alain Renaud n'est pas un juriste, ce n'est pas une approche légaliste, mais un philosophe. Il est connu pour s'être intéressé à l'université, notamment à l'université française, mais aussi aux questions d'identité culturelle. Il vient de publier « L'injustifiable et l'extrême, manifeste pour une philosophie appliquée », où il interroge le rôle du philosophe face aux atteintes extrêmes à la condition humaine. Ici, il va s'interroger sur la nature des massacres de 1965. Peut-on parler de génocide et pourquoi? Et si oui, en quoi ce génocide diffère-t-il ou est-il semblable des autres génocides du XXe siècle? Oui, je suis philosophe et c'est donc d'un point de vue sensiblement différent de ceux qui ont été mobilisés jusqu'ici, que je respecte parfaitement, que je vais essayer d'aborder cet objet. Alors, Jean-Louis Marvelin, que j'ai réentendu avec plaisir ce matin, parle de ce massacre indonésien comme d'un massacre oublié. Un massacre oublié, quand il était un des rares en France à essayer de faire garder le souvenir par ses travaux. Je voudrais pour ma part moins insister sur l'oubli du fait que, par exemple, notamment à travers les deux documentaires d'Oppenheimer, on assiste à un rétablissement partiel du souvenir. Ils y ont contribué aussi à une sorte de retour du refoulé. Et donc je voudrais plutôt m'interroger, comme vous venez de le dire, sur la teneur de ce refoulé qui revient. Qu'est-ce que c'est qui revient? Mon hypothèse à cet égard est de soutenir que depuis 1965, il s'était agi de refouler un processus ou une dynamique génocidaire. Un type de dynamique génocidaire. Alors je vais m'expliquer sur ce point qui peut déconcerter, mais qui, à mon sens, est justifiable. En tout cas, 50 ans après la répression, le début de la répression, beaucoup estiment que les deux documentaires d'Oppenheimer, qu'il est absurde dont il est absurde de dire qu'ils sont obscènes. Excusez-moi, j'ouvre une parenthèse, mais comme ça a été évoqué ce matin, je suis obligé de dire que c'est absurde, parce que, évidemment, ce qui est incriminé comme obscène, c'est le fait que les documentaires donnent la parole aux bourreaux. Mais ils donnent la parole aux bourreaux pour comprendre et stigmatiser leur conduite et leur comportement. Si vous voulez, c'est le même type de démarche que celle d'Eichmann à Jérusalem. Est-ce que Eichmann à Jérusalem est obscène? Je ferme cette parenthèse. Je reprends le cours de mon propos normal. Donc beaucoup estiment, à juste titre, partiellement à juste titre, qu'en tout cas ces documentaires ont rompu l'omerta sur ces meurtres de masse perpétrés en Indonésie. Ma conviction personnelle est que l'omerta ne sera vraiment surmontée, rompue, quand on aura pu identifier ces massacres de masse comme constitutifs d'un véritable génocide. Alors non pas, bien sûr, au sens d'un génocide ethnoculturel, comme celui des Juifs d'Europe, ou plus récemment, comme ceux des années 90, 1990, dans l'ancienne Yougoslavie ou au Rwanda, mais un type de génocide relevant de ce qu'on appelle les génocides politiques, ou encore les classicides, mais je préfère génocide politique, au sens aussi de ce que, il y a très longtemps, Gracchus Babeuf avait appelé, concernant les massacres de Vendée, les massacres commis par la terreur Robespierriste en Vendée, désignés comme un populicide. L'autre grand exemple contemporain de tel génocide politique, c'est évidemment celui dans la même région du monde des Khmers rouges commis au Cambodge de 1975 à 1979, dont il se trouve qu'il est lui aussi contesté comme génocide. Parce qu'on ne veut pas entendre ou admettre qu'il y a un type de génocide qui n'inclut pas la visée, le ciblage d'une différenciation ethno-culturelle.
j'y reviendrai sur ce point, à savoir qu'il s'agit d'un... Oui, excusez-moi, mais... qu'il s'agit donc d'un génocide politique, mais d'un génocide, c'est-à-dire d'un processus où un collectif qui se pense comme un nous essaye d'éliminer du monde un eux, stigmatisé comme tel. C'est ça, un génocide. Alors un génocide peut être culturel, il peut être politique. Il s'en esquisse peut-être d'un autre type aujourd'hui, au sud du Sahara et au Levant. Peut-être un troisième type, mais on verra. En tout cas, je me servirai, pour imager ce concept de génocide, d'un ou deux passages, notamment du premier film d'Oppenheimer, The Act of Killing. Le documentaire d'Oppenheimer, que nous avons vraisemblablement tous vu, a comme première caractéristique de nous indigner. Ceci n'est pas douteux, parce qu'il montre, pour ça qu'il est idiot de dire qu'il est obscène, il nous indigne parce qu'il montre la désinvolture, stigmatise lui-même la désinvolture avec laquelle les bourreaux racontent leurs actes, jusqu'à un certain moment du film, c'est-à-dire jusqu'à environ 3 ou 4 minutes de la fin du premier film. Alors cette situation où ils sont fiers, où ils se vantent de la chose, et même heureux d'en rejouer les scènes dans le film qu'ils sont en train de préparer, cette situation provoque évidemment notre indignation, et en ce sens nous conduisent à les penser, eux, comme manquant d'humanité, comme inhumains. Alors néanmoins, si le film d'Oppenheimer et les films d'Oppenheimer ne provoquaient que de l'indignation, ils seraient médiocres ou banals. Ce qui fait, à mon sens, la force de ces deux films, comme tout le monde, je préfère le second. Mais le premier comporte deux scènes qui m'intéressent dans ce propos-ci. Ce qui fait la force de ces deux films tient à leur capacité à montrer, surtout le premier, l'évolution d'un bourreau en War-Congo, se pensant clairement comme tel, avec complaisance à l'égard de lui-même, pendant à peu près 2 heures. Congo se met, après 1h42 ou 43 minutes, à la place d'une de ses victimes, dans une scène où il est en situation d'être torturé, et il apparaît soudain en situation de remords ou de repentir. Et il se demande, avec ses petits-enfants autour de lui, vous voyez la scène, s'il n'a pas été un diable, s'il n'a pas été diabolique. J'insiste pas sur ce point, mais en tout cas ça se passe comme ça. J'ai regardé plusieurs fois ce film, et comme tout le monde je pense, je me suis demandé si à la fin, ce revirement n'était pas lui-même un jeu, ne faisait pas partie du jeu, un numéro d'acteur ou, au mieux, une forme de mauvaise foi, au sens où Sartre entend cette notion, comme conscience choisissant et jouant, mimant son propre dédoublement. En tout cas, à la fin du film, on se rend compte que celui-ci, The Act of Killing, est un film qui nous fait passer de la déshumanisation de l'ennemi supposé et ciblé par les bourreaux, c'est-à-dire les communistes, à son échec, malgré les souffrances, malgré les tortures, malgré les viols, malgré les morts. À l'échec de cette déshumanisation, je le montrerai un tout petit peu plus précisément dans quelques instants, dans la mesure où le bourreau pensait être capable de se déprendre totalement de son acte et de la souffrance qu'il a infligée, mais en définitive, force nous serait de constater et de nous demander s'il n'a pas finalement échoué à s'empêcher de ressentir de l'empathie quand il se demande s'il a été diabolique. S'empêcher de ressentir de l'empathie pour ses victimes selon une dimension d'empathie qui suppose la reconnaissance. Un minimum de reconnaissance de l'autre comme étant lui aussi humain, même si on a voulu le priver, le déposséder de son humanité. Alors même une fois effectué ce constat, c'est la dernière scène du film,
l'incompréhension pourrait demeurer. Il serait en effet tout à fait possible de maintenir l'hypothèse de la monstruosité ou de la diabolicité du bourreau et de ne pas croire dans le repentir. La difficulté de cette hypothèse, qui peut être vraie dans le cas de Congo, peu importe, la difficulté de l'hypothèse réside dans le nombre des bourreaux. Les bourreaux indonésiens faisant partie des organisations paramilitaires, comme l'expliquait Jean-Louis Margolin ce matin, étaient probablement au nombre d'1 millier, plus, comme il y a insisté, c'était un point très, très important et passionnant de son intervention, plus la population, toute la partie de la population qui s'est sentie concernée par cette extermination. Et il y a contribué. Donc la difficulté, c'est le nombre de bourreaux qui fait qu'il est difficile de croire, au moins on souhaite ne pas croire, que tous sont des monstres, que tous sont des diables, par nature. Parce que l'interprétation du mal radical par la monstruosité ou par la diabolicité n'est assurément pas tenable ni satisfaisante, surtout parce que, au-delà même du nombre des monstres ou du nombre des diables qu'elle invite à concevoir, eh bien, elle empêche de toute façon de les juger et de les condamner. On ne condamne pas un diable, on ne condamne pas un monstre. On ne le juge pas. On l'estime dépossédé ou possédé par une force qu'il ne contrôle pas. Et donc, l'objet d'une approche comme celle que je tente devrait être d'essayer de comprendre le processus de déshumanisation de l'ennemi désigné, qui était, dans le cas indonésien, les communistes, et surtout donc la raison de son échec, comme on le voit dans le repentir tel qu'il est imagé dans War Congo. Cette tâche de compréhension est nécessaire, elle ne serait pas suffisante comme telle. Une analyse philosophique globale de ces documentaires doit en effet s'attacher aussi à analyser les solutions que laissent entrevoir ces films ou d'autres types d'interventions, on vient d'en parler, pour résoudre les blessures liées à la déshumanisation de l'ennemi, supposé. À cet égard, une forme de justice qu'on appelle aujourd'hui la justice transitionnelle semble avoir un rôle à jouer, peut-être plus important encore que ne l'est la justice au sens judiciaire et pénal du terme, c'est-à-dire la justice procédant par procès. Le président indonésien qui vient d'être évoqué, Widodo, s'est en effet immédiatement réclamé de la démarche de la justice transitionnelle, qui avait eu cours de façon emblématique en Afrique du Sud, après l'apartheid, pour s'engager à mettre en œuvre une commission justice et réconciliation, ainsi nommée en parallélisme avec ce qui s'était passé en Afrique du Sud, sur le massacre de 65, afin d'aider son peuple, à lui, à tourner cette page de son histoire. Alors je ne sais pas vraiment, j'ai entendu où les choses en sont, mais j'ai le sentiment que si le premier film d'Oppenheimer avait pu prendre un peu par surprise le pouvoir alors en place, celui de 2015, le deuxième film, a bénéficié de ce renouvellement politique pour épouser clairement le point de vue des victimes, plus clairement le point de vue des victimes, qu'il épousait déjà, mais plus clairement. En tout cas, la question cruciale et déterminante d'une étude, pour moi, philosophique, c'est-à-dire normative, se distinguant de l'approche des sciences sociales sur ce point, avec lesquelles j'ai des relations de sympathie plus grandes que celles que les sciences sociales ont avec la philosophie. En tout cas, la question cruciale d'une étude philosophique normative de cette situation consisterait à, selon moi, à se demander, au-delà de ces films, selon quelles normes ce processus de justice dite transitionnelle pourrait fonctionner en l'occurrence, et de permettre ainsi un passage de l'humiliation à la reconnaissance, de l'humiliation à la réconciliation, en réparant par là les dégâts de la tentative de déshumanisation dont s'était accompagné, avant la mort, quand la mort a eu lieu,
le plus souvent par des tortures et des humiliations de formes diverses, le massacre, pour moi le génocide politique de 1965. Alors, ce que nous montrent les films d'Oppenheimer est que les bourreaux, appartenant pour la quasi-totalité de ceux qui n'étaient pas une population imprévue ou en tout cas non comptabilisée a priori dans l'opération, ceux qui étaient comptabilisables a priori étaient les militaires et surtout les paramilitaires, ils ont été évoqués, tentent, je l'ai dit, de s'affirmer, tentent longtemps dans ces films de s'affirmer comme toujours fiers de leurs actes. Il y a à cet égard dans leur attitude une rupture manifeste avec le point de vue de la moralité, avec ce que nous identifions comme le point de vue de la moralité, à savoir ce point de vue selon lequel la moralité prend sa source dans la représentation que nous avons de nous-mêmes et d'autrui comme des personnes dignes d'une égale considération. Le point de vue qui correspond à la moralité consiste ainsi, à la conscience morale si vous préférez, consiste ainsi à respecter cette représentation de l'égale considération ou de l'égale dignité. Et sur la table du fond là-bas, il y a un roman sur les massacres qui s'appelle, je crois, Dignité. Et on voit bien selon quelle logique, je n'ai pas lu ce livre, je souhaite le lire. Donc c'est tout à fait dans la logique de ce que j'essaye de décrire. Parce que supposés communistes, les Indonésiens tués ou humiliés, souvent les deux, dans le massacre, ne bénéficiaient pas de cette égale considération ou dignité, mais étaient stigmatisés comme inférieurs. Pourtant, les bourreaux n'étaient pas forcément intrinsèquement inhumains. Dans le documentaire, mais il y a beaucoup d'autres exemples, pour d'autres génocides aussi, Congo sait se montrer amical et même chaleureux avec ses petits-enfants, par exemple. Les pires nazis aussi savaient faire ça. Simplement, une partie de la population était, dans son esprit comme dans celui de tous les autres bourreaux, ici ou ailleurs, rejetée hors de la sphère de l'humanité, hors de la sphère du point de vue moral. Ce rejet de la société humaine d'une partie de la population correspond au processus de déshumanisation qui est la marque de tous les processus génocidaires. Des deux ou éventuellement trois types que j'ai mentionnés, en tant qu'ils stigmatisent un groupe dont ils prétendent se distinguer, une stigmatisation que nous trouvons ici concernant les communistes. Il me semble que ce que suggère Oppenheimer à cet égard, c'est que nous devrions indispensablement en passer, cela constaté, qui n'est que le point de départ, par la reconstruction, et ça il ne le fait pas son job à lui. Nous devrions passer à partir de là, à partir de ce constat, par la reconstruction de ce processus de discrimination, la reconstruction des stades de ce processus génocidaire. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui dans le monde, alors cette fois du côté des sciences sociales, qui travaillent sur ce point, pour donner une intelligibilité au massacre au-delà de l'indignation qu'il provoque. Alors, de ce point de vue, j'utilise une deuxième scène, j'ai déjà évoqué la dernière, qu'on peut appeler le repentir de Congo, ou le repentir du bourreau. Je verse au dossier une deuxième scène, qui est l'avant-dernière scène du premier film, qui se situe, je sais quelque part, mais comme j'en coupe les deux tiers, je ne sais pas où c'est, enfin à peu près, un peu avant, quoi, juste un peu avant. Cette deuxième scène est tout à fait importante et impressionnante. C'est une scène où, là encore, des Indonésiens d'aujourd'hui jouent le rôle de personnes qui faisaient partie des victimes en 1965. En l'occurrence, une jeune femme indonésienne joue le rôle d'une femme violée en 1965. Alors, elle joue cette scène éprouvante, et après l'avoir jouée, elle est en larmes. Après l'avoir jouée, une fois le clap effectué. Et alors, le paramilitaire qui surveille
la façon dont la chose est filmée, la gronde, c'est bien le mot, enfin avec paternalisme, en lui disant qu'elle est une mauvaise actrice, parce que les mauvaises actrices ne pleurent que pendant la scène, mais ne se confondant pas avec le personnage, elles ne pleurent pas après la scène. Donc il lui dit, tu es une mauvaise actrice, et qui plus est, tu vas affaiblir notre image parce que tu pleures de ce que tu as tourné, alors qu'il n'y a pas forcément par là à nous faire apparaître comme honteux de ce que nous avons fait. Deuxième scène importante, parce que cette fois, ce qui surgit, c'est possiblement la honte. Elle ressent, la jeune femme, elle ressent l'humiliation qu'a dû ressentir la personne dont elle joue le rôle pour avoir été violée. Elle ressent cette humiliation et par ses larmes, elle exprime cette humiliation qui a été la composante du génocide, comme de presque tous les génocides, un des moments du génocide, parce que c'est quand les gens sont humiliés, c'est-à-dire étymologiquement par terre ou à terre, qu'il est plus facile, j'imagine, de les tuer que quand ils sont debout et qu'ils se dressent et combattent. Donc elle affirme son humanité par ce ressenti de l'humiliation, ce par quoi, je disais tout à l'heure, c'est la deuxième scène que je voulais verser au dossier pour le justifier, ce par quoi la tentative du génocide, même si elle tue 500 000 personnes, entre 500 000 et 1 million de personnes, disons, échoue dans sa dimension de déshumanisation ou d'humiliation. Donc l'intérêt de cette approche cinématographique et de ce que j'essaye de faire en partant de l'approche cinématographique est de pouvoir contourner par des images, celles que j'ai évoquées, notamment la deuxième scène, celle que je viens d'évoquer à l'instant, de pouvoir contourner par des images les mots qui nous manquent ou que nous ne voulons pas prononcer ou même écrire. Cette scène se situe à, disons, de 1h32 à 1h40 du premier film. J'ai retrouvé ce que j'en avais écrit et que je n'ai pas retrouvé quand je l'ai dit. Pour montrer donc qu'une tentative de déshumanisation échoue nécessairement, même si elle, évidemment, laisse des traces, je dirais, des deux côtés. Du côté des victimes, est-ce qu'il est besoin de les expliciter? Du côté des bourreaux, quand... au terme des processus mis en scène par Oppenheimer, surgissent le repentir et la honte. Quelque chose comme un soupçon de repentir et de honte. Alors, que cette tentative de déshumanisation échoue, et à mon sens échoue nécessairement, laisse la porte ouverte à une tentative de réconciliation collective, éventuellement en l'espèce nationale. En ce sens, le travail d'Oppenheimer semble vouloir montrer que le repentir est toujours possible, individuellement et collectivement. Au sujet de cette possibilité d'une réconciliation nationale, le président Widodo, j'ai dit tout à l'heure, a tenu à inscrire son action dans la démarche de la philosophie politique appliquée, qui est celui de la justice transitionnelle. Quelles sont les conditions de possibilité, là je m'aventure, d'une telle démarche en Indonésie? Je connais bien la démarche de la justice transitionnelle pour avoir dirigé la meilleure thèse que j'ai jamais dirigée, celle de Cora Andrieux, qui a été publiée chez Gallimard sur la justice transitionnelle. Et pour avoir lu tout ce qui est contenu dans cette thèse, et qu'un directeur de thèse doit d'une certaine façon connaître aussi, pour pouvoir juger, apprécier le travail. Donc, quelles sont les conditions de possibilité d'une telle démarche en Indonésie, c'est-à-dire sont-elles remplies? Ma conclusion va s'attacher à répondre à cette interrogation avec certaines réserves. Je disais, je connais bien la justice transitionnelle, je ne connais pas bien l'Indonésie. Donc, je fais ça avec modestie et je vous laisse voir ce qu'il faut en penser.
La justice de transition ou la justice transitionnelle se manifeste majoritairement par la mise en œuvre de procès d'un autre type que les procès au sens pénal du terme. Ces procès, on les voit par exemple pour un autre génocide, le génocide du Rwanda, dans le film immense de Raoul Peck qui s'intitule, disons-le en français, « Il arrive parfois en avril », Sometimes April. Dans la quasi-totalité des cas, la mise en œuvre de procès de ce type font que les témoignages des bourreaux et des victimes face à face, ou encore les réparations obtenues, le fait même qu'on évoque le principe de réparation, et que des deux côtés on enclenche une référence à ce principe, même si ça échoue. Mais on est quand même d'accord pour débattre, échanger autour d'un principe de réparation. Peut enclencher, c'est vrai, ensuite une volonté de réconciliation collective nationale dans le pays. La réconciliation peut ainsi seconder la justice. Mais en Indonésie, au moins, il me semble, pour ce que j'en connais, que la concomitance des deux processus est difficile, semble difficile. Il me semble, de ce point de vue, important de replacer les massacres indonésiens dans le contexte des génocides contemporains, pour y arriver mieux. C'est-à-dire de reconstruire, comme cela doit être fait pour tous les génocides, les stades de la dynamique génocidaire, par exemple tels que les a dégagés Gregory Stanton, qui distingue, selon les périodes, 10 ou 11, je ne sais plus, phases de génocide. Le processus pouvant s'arrêter, se bloquer à un stade. Très intéressant comme approche. De ce point de vue, il me semble qu'il faut effectivement reconstruire ça dans le cas indonésien, comme pour tous les génocides, reconstruire les stades, identifier où le processus aurait pu éventuellement s'arrêter. Et ce qui a pu faire que, de façon éternellement désastreuse, qui restera désastreuse, l'Indonésie aura bel et bien vécu un génocide politique. Non seulement cette identification du massacre comme génocide politique permet de ne pas isoler, comme on l'a fait si longtemps, ce qui s'est passé en Indonésie, et en l'isolant, l'oublier, alors qu'on a rarement oublié ce qu'après l'invention du terme de génocide en 1942 par Raphaël Lemkin, en termes juridiques, et l'adoption de cette notion par la Convention de l'ONU sur les génocides en 1944, et la désignation des génocides comme crimes contre l'humanité, d'où mon dégagement antérieur sur humanisation et déshumanisation dans les génocides. Donc il me semble capital de ne pas isoler le massacre indonésien des autres processus identifiés comme génocide, premièrement, et deuxièmement, cela permet aussi au peuple indonésien de réclamer que lumière soit faite sur ce qui a eu lieu et qui participe en tant que génocide d'un crime contre l'humanité. Et parce que ça participe d'un crime contre l'humanité, cela peut exiger de désigner des coupables, que soient désignés des coupables, en distinguant parmi eux, comme on doit le faire aujourd'hui, des concepteurs, des exécuteurs, ainsi que, de l'autre côté, je n'ai pas le temps d'expliquer cette catégorisation, des victimes, des résistants et des refusants. Les refusants étant ceux qui refusent de devenir exécutants, mais qui ne développent pas nécessairement une problématique et une activité personnelle de résistance. Ces deux dernières catégories de résistance et de refus, on dit aujourd'hui parfois refusance, doivent elles aussi, au-delà des concepteurs, des exécuteurs et des victimes, être construites dans le cas indonésien, comme dans les autres cas, et appliquées avec soin. Ce sont des catégories normatives puissantes pour rendre intelligible le réel et le juger. Et juger ces différentes catégories d'acteurs, de contributeurs au génocide. Par ce biais,
où, à la faveur d'un tel travail, d'une telle recherche normative, clairement normative, la pensée pourra reprendre, au-delà de l'indignation, qui la paralyse plutôt. L'indignation paralyse la pensée. La pensée peut reprendre après l'indignation, sur la lancée de l'indignation. Elle peut reprendre sur le génocide indonésien, puisque, à l'aide de la notion de génocide politique, on peut identifier, il s'agit d'identifier ce qui s'est passé à l'aide des catégories évoquées pour distinguer les personnes concernées. On peut ainsi disposer des moyens de juger. On peut ainsi disposer des moyens de juger, aussi bien au sens courant du terme, au sens de la pensée. La formule de Kant. Du temps que j'étais conscient, je trouvais ça génial. Penser, c'est juger. Mais aussi au sens qu'Hannah Arendt donne à ce terme, quand elle reprend la formule kantienne, penser, c'est juger, mais dans le contexte que j'évoquais en commençant et par lequel je termine, d'Eichmann à Jérusalem. Merci beaucoup.